Bienvenue les étudiants, c'est la deuxième lecture du cours Conception graphique pour les médias. Je suis avec vous, Dr Houda Hashkas, mais avant de commencer, j'ai deux remarques. C'est que la première, c'est que je pense que vous n'avez pas bien visualisé la lecture introductive et la lecture numéro 1. Donc, c'est très important de faire ce travail chaque semaine parce que pour apprendre la conception graphique, il ne s'agit pas de l'apprendre tout d'un coup, tout d'un bloc et une fois pour toutes, mais il s'agit de l'apprendre petit à petit. Donc chaque semaine, on reçoit des informations nouvelles pour enrichir notre savoir-faire et savoir-être en matière de conception graphique, étant donné que c'est vrai qu'il s'agit d'une discipline scientifique, d'une technique aussi, ce qui nécessite la théorie et la pratique, mais il s'agit aussi de développer nos compétences créatives parce que nous sommes dans un domaine artistique et vous êtes débutant en matière de conception graphique. Donc, c'est très important de maîtriser les connaissances théoriques, d'aller petit à petit vers la maîtrise des outils techniques, mais aussi de développer en soi les compétences artistiques et créatives. Et ça ne peut pas être appris du jour au lendemain, non, mais ça prend petit à petit. Donc, essayez de visualiser les vidéos chaque semaine. Comme ça, on avancera correctement et rapidement. Deuxième remarque concerne les quiz. Donc, chaque lecture est associée à un quiz. Le quiz est composé de 8 questions et ces questions sont reliées directement au contenu du cours, non seulement ce qui est rédigé dans les diapositives, mais aussi les remarques et l'explication que je suis en train de faire tout au long de la vidéo. Donc, c'est très important de bien lire les diapositives ou bien le document PDF et de essayer de répondre aux questions à l'examen de chaque semaine. Comme ça, vous allez pouvoir avoir de meilleures notes. Donc, j'espère que vous allez bien et je vous conseille de faire un travail à jour, quotidien, pour mieux avancer correctement dans ce cours de conception graphique pour les médias parce qu'il ne s'agit pas seulement d'informations d'ordre théorique, mais comme je l'avais dit, il faut bien développer son esprit créatif, son esprit de pensée, son état affectif, son état aussi rationnel, différentes compétences auxquelles nous aurons besoin doivent être présentes le jour de création de votre mini-projet vers la fin du cours. Quand je vous l'avais dit, la première lecture, c'est-à-dire la lecture introductive, ce cours aboutira à la conception et à la réalisation d'un logo. Concernant votre propre entreprise, bien sûr, il s'agit d'une entreprise médiatique virtuelle et non pas réelle. Vous n'allez pas la lancer réellement, mais vous allez concevoir le nom d'une entreprise médiatique et mettre en place un logo, une identité visuelle pour votre projet média. Donc, c'est très important de développer toutes ces compétences en soi pour pouvoir réussir cet exercice. Donc, cette deuxième lecture du cours Conception graphique pour les médias, pour les étudiants de licence en médias numériques à l'université Mid-Ocean, est intitulée Historique de la conception graphique. On a parlé la dernière fois de ce qui concerne l'introduction générale de la conception graphique. On a bien défini la discipline et toute autre information
associés à cette discipline. J'espère que vous avez très bien compris parce que vous étiez vous étiez absent, pardon, durant la séance de discussion du lundi dernier. J'espère aussi que vous soyez présents les prochaines séances. Comme ça, nous pouvons travailler à jour et répondre à toutes vos questions et vos réclamations. Donc, cette séance sera réservée à l'historique de la conception graphique. La conception graphique n'est pas une discipline récente, mais elle est profonde dans l'histoire, a commencé avec la naissance de la communication visuelle et à travers différentes innovations, mouvements, activités durant des centaines et milliers d'années dans de différents pays du monde que la discipline dans son sens actuel, la discipline de conception graphique a pu être bien formulée. Donc, ce cours-là est réservé à l'historique de la conception graphique, l'historique de la naissance de la discipline, les noms les plus célèbres dans l'histoire des graphistes ou bien des designers, les noms célèbres et fameux des graphistes et designers contemporains et les graphismes ou bien affiches, logos, insertions publicitaires, tout ce qui est graphisme célèbre et fameux tout au long de l'histoire récente de la conception graphique. On va essayer de faire un zoom in sur cette histoire. Bien sûr, ce n'est qu'un collecte d'informations via des livres, via Internet, via une culture à propos de la conception graphique, mais aussi Internet est trop riche. Vous pouvez faire encore une recherche approfondie, spécialement à propos des graphismes fameux dans le monde et des graphistes aussi célèbres dans le monde, parce que tout ce qui nous entoure dans notre vie concerne du graphisme, même les automobiles dans la rue, les voitures, les véhicules, les bus portent des icônes, portent les logos de marques très reconnues. Et derrière tous ces logos, derrière toutes ces marques, il y en a des histoires. Donc essayons de naviguer sur Internet, de googler à chaque fois le nom d'une marque ou bien rechercher à propos du logo d'une marque pour savoir l'historique de ce logo, les connotations des couleurs, l'évolution et les modifications entraînées sur ce logo de cette marque, etc. Donc c'est un travail réellement passionnant pour comprendre pour commencer à formuler son propre background en matière de conception graphique, parce que ce qui est conception graphique est totalement interrelié à la communication et au monde des médias. C'est vrai qu'il s'agit d'une discipline secondaire ou bien particulière dans vos études en matière de médias numériques, mais réellement c'est quelque chose d'interconnecté. Il faut bien savoir des connaissances à propos de ce module-là. Pour notre plan du cours, il s'agit en premier lieu de faire un zoom in sur l'histoire de la discipline. En deuxième lieu, on va parler de la chronologie du graphisme aussi, et ensuite on va parler des graphistes importants de l'histoire. Après ça, on va parler des graphistes contemporains talentueux et bien sûr durant les années, les dizaines d'années durant ce siècle dernier, différents noms de graphistes célèbres ont rayonné dans l'histoire. Donc
certains parlent par exemple de tels noms reliés à une telle marque de telle entreprise. Et aussi, les graphistes contemporains talentueux sont en train de fournir de très grands efforts. N'oubliez pas qu'on avait dit la dernière fois que le graphiste ou bien le concepteur graphique, pour réussir son travail, doit toujours publier ses travaux graphiques pour que les gens le connaissent et pour qu'ils puissent connecter des partenariats avec des clients. Donc, les graphistes contemporains, et grâce aux médias sociaux, à l'Instagram, à Facebook, au blog, donc ils sont en train de créer des espaces sur Internet, des pages web. Grâce à tout cet espace-là, l'espace Internet, ils sont en train de publier leurs travaux où les gens interagissent avec eux. Ils communiquent avec leurs clients, avec le grand public et il y en a beaucoup de noms très importants dans le monde aussi qu'on peut les découvrir et que vous pouvez ensuite faire la recherche et devenir fan et ami avec eux et peut-être aimer leurs travaux ou bien partager ou bien entrer en communication et dialogue avec eux. En dernier lieu, on va parler des graphismes fameux dans le monde et principalement les logos des grands médias, l'histoire de ces logos à travers des dizaines d'années, l'évolution de la création de ces logos et l'impact qu'ils laissent, les traces. Donc, vous allez découvrir que réellement, il s'agit d'un cours qui est plus ou moins difficile ou bien étrange, mais tout ce qui nous entoure, c'est du graphisme, tout ce qui nous entoure, ce sont des couleurs, des formes, des icônes que nous voyons chaque jour peut-être, mais vu qu'on n'a pas étudié conception graphique, qu'on n'a pas fait formation en matière de design, on ne fait pas attention, on ne peut pas comprendre l'importance visuelle, mais suite à ces lectures successives, vous allez pouvoir comprendre l'importance de ces graphismes. Donc, on va commencer à parler de l'histoire de la discipline à partir des premiers pas. Bien que les termes graphisme et design graphique soient des inventions du XXe siècle, l'histoire du graphisme suit celle de l'humanité depuis les grottes de Lascaux jusqu'au néon publicitaire au quartier Ginza à Tokyo. Depuis les débuts du graphisme jusqu'aujourd'hui, où la communication visuelle est devenue omniprésente, il a toujours été délicat de tracer la ligne de distinction qui sépare le graphisme de la publicité et de l'art, avec lesquels le graphisme partage certains principes, théories, pratiques ou langages. Un début de réponse pourrait être de définir la publicité comme étant une pratique dont le but est la vente de produits et de services, tandis que le graphisme cherche à ordonner l'information, à donner forme à des idées et à communiquer des émotions à travers des objets graphiques. Les peintures de la grotte de Lascaux et la naissance de l'écriture peuvent être considérés comme des éléments fondateurs de la communication visuelle. Par la suite, ce qui deviendra le graphisme va suivre l'évolution humaine et en particulier celle de l'écriture, puis celle de la diffusion des images. Donc là, il s'agit d'un paragraphe très important qui nous parle des premiers pas du graphisme. Les premiers pas du graphisme peuvent être résumés en communication visuelle. La communication visuelle est l'origine du graphisme. Ça date depuis des milliers d'années et ça commence à partir des peintures de la grotte de Lascaux et la naissance de l'écriture. Donc, ce sont là les deux origines de la communication visuelle dans l'historique humain. Les peintures de la grotte de Lascaux et la naissance de l'écriture. C'est ce qui a donné par la suite dans les futurs milliers d'années prochaines ce qui a donné à la naissance du graphisme.
L'âge du graphisme classique, durant une période qui va de 700 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin des années 1970, l'histoire de l'imprimerie et des écritures typographiques correspond à une expression graphique essentiellement construite autour de lettres. L'écriture phénicienne, la capitale romaine, puis la minuscule caroline, la calligraphie gothique, puis la typographie gothique utilisée par Jean Gutenberg, la Bible qu'il réalisa en 1444-1445 à Mayence est la première grande œuvre réalisée avec cette nouvelle technologie qu'est l'impression par caractère métallique mobile. Son invention permettra une diffusion plus large des livres, ce qui était jusqu'ici impossible. Donc, l'imprimerie en 1444 vers les années 1440 par Johann Gutenberg fait un moment très important dans l'historique de l'humanité qui déclenche le phénomène du graphisme. Donc le graphisme est interrelié à l'imprimerie, à l'innovation de l'impression. Au début du XIXe siècle, la popularisation de la lithographie libère le dessinateur professionnel de toute contrainte formelle. La fantaisie créatrice peut alors s'exprimer. À la fin du XIXe siècle, on voit un effort, en particulier au Royaume-Uni, pour créer une union entre les beaux-arts et les arts appliqués. En effet, de 1891 à 1896, William Morris publie les livres les plus significatifs en matière d'art graphique du mouvement Arts and Crafts et en les vendant prouve qu'il existe un marché pour les œuvres graphiques, aidant ainsi à son émancipation. Donc le premier moment fort dans cet âge du graphisme classique est interrelié à l'innovation de l'imprimerie. Et deuxième moment fort, c'est au XIXe siècle avec la naissance de différents mouvements professionnels et sociaux. Principalement, ça a commencé en Angleterre. Donc, avec la naissance du mouvement Arts and Crafts, et après ça, il s'agit de propagation de ces flux et de ces activités et ces mouvements dans de différents pays européens ainsi qu'en Amérique. Dans cet âge du graphisme classique, donc le graphisme verra en 1891 la création en Angleterre d'un atelier d'impression artisanale par William Morris dans le cadre des Arts and Crafts. Donc c'est là le premier moment de déclenchement du phénomène conception graphique en Angleterre. En France, c'est Jules Chérette et ses expériences d'impression commencées en 1866 qui permettront d'ouvrir la voie en France et de proposer des affiches en couleur. Donc en France, il y avait renaissance des affiches en couleur à partir de 1866. En Belgique, avec le groupe des XX fondé en 1883, estime les arts décoratifs autant que les beaux-arts et voit dans le graphisme une avancée sociale possible. L'Allemagne sortait du lettrage gothique grâce à la typographie intemporelle dessinée par Berthold en 1889. La première revue d'art graphique était née à Vienne. Le premier studio sera ouvert à Berlin en 1900. Donc, on a parlé de l'Angleterre, de la France, du Belgique, de l'Allemagne et aux États-Unis. Les États-Unis ne tarderont pas non plus à adopter cette vision du graphisme, car au début, dans les années 1850, les imprimeurs américains Strawbridge, Forbes et Courier sont de trop grandes structures pour évoluer philosophiquement. La presse suit l'évolution européenne avec l'influence des Arts and Crafts
et les affiches parisiennes. Donc, l'Amérique est caractérisée par le développement des imprimeries, des industries d'impression en 1850, ce qui a donné naissance à la presse et puis lancement du phénomène du graphisme classique. L'époque contemporaine, au XXe siècle, l'industrialisation, la société de consommation, l'émergence des nouveaux médias, du marketing et de la publicité, mais aussi le développement de disciplines connexes, favorisent l'émergence d'un nouveau type d'emploi spécialisé dans la création graphique pour valoriser les outils de communication. Donc, ce XXe siècle est caractérisé par le phénomène d'industrialisation qui a touché tous les secteurs presque. Donc, on parle de société de communication, d'explosion de la communication et ça a entraîné une société de consommation. Donc, émergence de nouveaux médias, naissance de la radio, de la télévision, des journaux, des magazines, développement du marketing et de la publicité, notamment le marketing politique, parce que les élections américaines ont été de très grands impacts parce que c'était associé au marketing et politique et à la propagande via les médias. Donc, ce XXe siècle a été caractérisé comme étant une société de consommation qui a poussé vers la création ou bien le développement de la création graphique pour valoriser les outils de communication. Le graphisme devient alors celui qui formalise et clarifie un message de communication, puis qui le met en page graphiquement, mettant tour à tour son intellect puis sa créativité graphique au service d'une commande. Le graphiste est alors moins considéré comme artisan. Donc, avec cette ère d'industrialisation, on ne parle plus de graphisme dans son sens artisanal, mais dans le sens professionnel, entrepreneuriale, parce que cette époque a vécu la naissance de boîtes de communication, d'entreprises de publicité et de marketing, d'experts et de spécialistes en publicité, marketing, graphisme, etc. Donc, le sens du professionnalisme d'expertise commence à naître dans ce XXe siècle. En 1950, l'Alliance graphique internationale est fondée à Bâle. Dès cette époque, puis dans les années 1960 et 1970, avec le développement de la publicité, quelques affichistes se rendent célèbres comme Cassandre, Savignac, Villemot et Jacquenot, etc., parce qu'il y a beaucoup de noms de designers et graphistes célèbres dans l'histoire de l'humanité. Plus tard, quelques graphistes sont reconnus en tant qu'artistes, Romain Cieslewicz ou Grappus pour l'affiche politique, donc Jean Widmer pour l'identité visuelle. C'est dans le contexte contemporain que la discipline et le terme graphisme se popularisent, tout comme le design, la bande dessinée ou la vidéo. C'est ce qui concerne l'époque contemporaine, donc une explosion communicationnelle, une société de consommation, développement de la publicité et du marketing, des débuts professionnels très intéressants du graphisme, interreliés à un sens de massification, c'est-à-dire le public de masse, la consommation de masse, la masse veut dire énorme en grande quantité parce qu'il y a l'imprimerie, donc on peut faire l'impression d'un grand nombre de magazines, de journaux, parce qu'il y a aussi la télévision et la radio, donc on parle de l'audience de masse, de la consommation de masse. Donc, deuxième titre de notre cours ou bien notre lecture à propos de l'histoire de la conception graphique. Deuxième titre concerne la chronologie du graphisme. Avant l'imprimerie, donc on va se concentrer en premier lieu sur cette phase avant l'imprimerie, de la préhistoire à la Renaissance.
Donc, ces parties-là seront associées à des photos pour mieux comprendre ce qu'on était en train de dire parce que toutes ces informations nous viennent de l'histoire humaine. Donc, le design graphique défini comme tel n'a vraiment commencé qu'en 1440, après l'invention de l'imprimerie. C'est une phrase clé et très importante parce que les débuts, les origines nous parlent de la naissance de la communication visuelle qui a très bien avancé ou bien qui s'est développée tout au long de milliers d'années. Et puis, avec l'invention de l'imprimerie, on commence à parler du design graphique ou bien de la conception graphique parce que c'est associé à la conception de masse, ce qui exige vraiment de la commercialisation, de la publicité et du marketing. Donc, mais les origines de la communication visuelle, comme on l'avait dit, remontent à bien plus loin que cela, au temps des hommes des cavernes, c'est-à-dire à le préhistoire. Alors, quels sont les événements qui ont contribué à l'avènement du design graphique avant même que le monde ne sache de quoi il s'agissait? Art pariétal, donc 38 000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est énorme dans l'histoire, des milliers d'années. Il semblerait que les hommes aient toujours eu un penchant pour l'art et les évidences de cela sont visibles sur les grottes préhistoriques où l'on peut voir les peintures qui ont été réalisées par nos très lointains ancêtres. Il s'agit de représentations d'animaux, de mains ou encore de scènes de chasse. On en a trouvé partout sur la planète, Australie, Espagne, Indonésie, France, Argentine. Les historiens essaient encore de se mettre d'accord sur les détails et de comprendre à qui étaient destinées ces peintures. Mais tout le monde s'accorde à dire que l'humanité entretient une relation très spéciale avec la communication visuelle depuis son commencement. Donc, si on résume, c'est que les grottes qui ont été réparties dans de différents pays du monde sur la planète, ces grottes dessinaient les scènes de chasse, les animaux, et ces grottes sont les premières sources de naissance de communication visuelle. Donc l'humanité est interreliée à ce qui est communication visuelle. Ça date en profondeur dans l'histoire. Lorsqu'on parle de communication visuelle, donc les humains, nos ancêtres ont laissé des traces très remarquables dans de différents espaces ou zones de la planète et plus particulièrement ces grottes-là qui dessinent des scènes de chasse ou bien d'autres scènes, des images de vie quotidienne de l'humanité dans cette époque. Langue écrite sumérienne de 3300 à 3000 avant Jésus-Christ, donc d'autres milliers d'années de l'histoire, les Sumériens ont créé l'une des toutes premières langues écrites, probablement dans le but de faire des inventaires dans le cadre du commerce. Donc on parle ici de la naissance d'une langue, de la naissance de l'écriture. Ces langues très anciennes étaient iconographiques, c'est-à-dire que chaque icône représentait un mot tout entier plutôt qu'un son. Donc, cette écriture sumérienne se caractérise par son sens d'iconographie. Donc, les mots sont représentés par des icônes. Et ce n'est pas d'ailleurs bizarre parce que les icônes persistent jusqu'aujourd'hui. On les rencontre sur les pages web, sur les affiches, les insertions et bien évidemment sur nos smartphones, téléphones portables parce que les applications, les différentes applications ou bien pages web se sont désignées par des icônes. Donc, peu de choses ont changé au cours des derniers millénaires.
les graphistes se basent toujours sur des icônes, les menus hamburgers, loop pour la barre de recherche, etc. sont les icônes fameuses pour représenter des mots et des concepts tout entiers dans un espace très limité. Donc c'est vrai que les icônes est une naissance d'avant des milliers d'années qui a caractérisé la communication visuelle humaniste, mais ce genre de communication, de graphisme persiste jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, ça a été très bien développé grâce aux nouvelles technologies de l'information et au software. Imprimerie chinoise de 200 à 1040 après Jésus-Christ. Donc, on se rapproche petit à petit. On va parler maintenant de l'imprimerie chinoise dans la chronologie du graphisme. La Chine possède la plupart des records en ce qui concerne les découvertes en matière d'imprimerie, y compris la fabrication de papier sans papyrus, l'impression sur bois et les caractères amovibles. Déjà en 200 après Jésus-Christ, on utilisait en Chine des morceaux de bois en relief pour imprimer et tamponner des designs sur des habits en soie, puis sur du papier. En 1040, Bi Sheng inventa la première presse à caractère amovible au monde, fabriquée en porcelaine, soit 400 ans avant que Gutenberg n'ait fait une découverte similaire en Europe. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce paragraphe? On peut comprendre que la Chine est le premier inventeur de l'imprimerie. C'était en l'an 200 après Jésus-Christ que les Chinois ont utilisé des morceaux de bois en relief pour imprimer et tamponner des designs sur des habits en soie, puis sur du papier. Donc, n'oubliez pas qu'on a commencé à parler que la naissance du graphisme ou bien de la conception graphique dans son sens réel, comme nous le vivons aujourd'hui, est associée au sens de naissance de l'imprimerie, et c'était en Chine qu'il y avait la première invention avant même de l'invention ou bien l'innovation de l'imprimerie en Europe par Gutenberg. Donc c'était en 1040 que Bi Sheng inventa la première presse à caractère amovible au monde grâce à l'invention de l'imprimerie. Calligraphie médiévale, 700 après Jésus-Christ. Donc la typographie commence à émerger au Moyen Âge, tandis que l'humanité commence à étendre ses horizons esthétiques au monde de la lettre et des mots. Parce que les textes étaient à l'époque produits et reproduits à la main, les originalités artistiques permettaient d'ajouter de la valeur à l'œuvre et de se démarquer des autres. Donc, dans les époques précédentes et avant l'innovation de l'imprimerie, donc les gens produisaient des documents à la main. Donc, il n'y avait pas d'imprimerie. Donc, c'était à la main que ça se produit grâce à la calligraphie. Dans les cultures islamiques, la typographie était bien évidemment centrale, étant donné que l'art figuratif était perçu comme un sacrilège. Donc, puisqu'on ne peut pas faire des dessins ou bien dessiner des figures dans la culture islamique, ils ont développé la typographie. Donc, comme on est en train de le voir ici dans cette image-là, en utilisant des symboles, des mots, des dessins, etc. La typographie était donc l'une des seules formes d'expression artistique autorisées. Héraldique européenne en 1100, donc techniquement le premier logo au monde était un écusson
un symbole utilisé pour représenter une famille ou un territoire. Les érudits ont théorisé la pratique, laquelle s'est popularisée au cours des croisades où il était utile d'identifier ses ennemis comme ses alliés grâce aux écussons opposés sur les armures et les drapeaux de chacun, alors que les soldats venus de tous horizons se mélangeaient. Donc, ce sont là des logos, bien des icônes, des images fameuses. On les voit même dans les films d'histoire où les soldats ont été désignés par des drapeaux portant de différents logos pour se différencier les uns des autres. Tout comme pour les logos, les écussons représentaient les valeurs, les caractéristiques et le style des personnes qu'ils illustraient. Plus tard, on a diversifié l'utilisation de ces emblèmes et on les trouve par exemple sur les sceaux de cire attestant de l'authenticité d'un document. Devanture de magasin en 1389, et là, il s'agit d'un grand événement dans l'historique de la communication visuelle. C'était au XIVe siècle où la bière était une alternative viable, sinon préférable à l'eau, étant donné que la plupart des sources d'eau étaient polluées. Donc, le roi Richard II d'Angleterre a même passé une loi forçant toutes les brasseries à signaler leur présence à l'aide d'un panneau sur rue afin que tout le monde puisse les trouver sans problème. Donc c'était là vraiment un premier signe de communication urbaine, soi-disant, à travers ce genre d'affiches pour désigner les lieux et les produits pour informer les gens sans le fait de créer des problèmes à eux. Non seulement il s'agissait là des premiers panneaux représentant des entreprises à voir le jour, mais ce fut également le début d'une superbe tradition qui a perduré jusqu'aujourd'hui. Donc on parle, comme on l'avait dit, des affiches géantes ou bien des affiches qui ont pour rôle d'informer les gens, de désigner des places, de faire de la pub pour des produits. C'était un premier moyen d'information dans la rue pour le public large. Deuxième phase, donc on a parlé de la phase d'avant l'imprimerie. Cette phase-là concerne la naissance du design graphique, renaissance et industrialisation. Avec l'arrivée de l'imprimerie en Europe, l'humanité était désormais capable de reproduire des textes, des œuvres d'art et de design à grande échelle et pour relativement peu cher. Il n'a pas fallu beaucoup de temps aux ancêtres des entreprises, comme nous les connaissons aujourd'hui, pour comprendre que de telles images pourraient influencer le comportement des consommateurs et augmenter leurs profits. Le design graphique était né. Donc, la naissance du design graphique est synonyme à l'imprimerie. Même l'expérience de l'imprimerie chinoise est une expérience limitée parce que ça n'a pas été connecté au sens de masse et de grande échelle comme on est en train de noter dans ce paragraphe. Donc, avec l'arrivée de l'imprimerie en Europe, l'humanité était désormais capable de produire des textes, des œuvres d'art et de design à grande échelle et pour relativement peu cher, spécialement que la Chine n'était pas très connectée à l'Europe et à l'Amérique, c'était trop loin. Donc c'est une société plus ou moins fermée sur elle-même, mais l'invention de l'imprimerie en Europe dans son nouveau mode ou bien dans son mode innovateur a permis une propagation de la conception graphique en Europe et en Amérique.
L'imprimerie de Gutenberg en 1439, donc Johann Gutenberg a introduit les caractères amovibles en Europe en 1439, laissant ainsi la place à la communication de masse dans les cultures occidentales et changeant ainsi notre civilisation à jamais. Donc c'est un moment fort dans l'humanité, l'innovation ou bien l'invention de l'imprimerie en 1439 en Europe. C'était un moment fort qui a bouleversé notre vie, qui a donné une nouvelle naissance à différentes disciplines et activités dans la société. L'imprimerie de Gutenberg a ainsi ouvert la voie à une utilisation plus commerciale du design, amorçant ainsi le design graphique comme nous le connaissons aujourd'hui. Donc, imprimerie est interreliée au sens de commercialisation principalement. Les premiers logos fin des années 1400, c'est l'imprimerie qui a utilisé en premier les logos, bien que cela ne soit limité à une simple marque apposée sur les documents produits par la maison en question. Donc ici, et grâce à la naissance de l'imprimerie, on a commencé à utiliser les premiers logos. Donc l'intérêt n'était pas seulement de se faire connaître, mais aussi de montrer ses talents en tant qu'imprimeur. La qualité de l'impression du logo reflétait la qualité d'impression de la maison. Donc parallèlement à la naissance de l'imprimerie, on a vécu à partir ou bien vers la fin des années 1400, on a vécu la naissance des premiers logos. Ce n'était pas réellement un signe pour faire connaître des entreprises, mais plutôt de faire témoignage de l'importance de l'imprimerie, de la qualité de l'impression, surtout qu'il commence à s'agir d'une concurrence entre les boîtes d'impression. Donc, il s'agit d'une concurrence sur la qualité d'impression et c'était à travers les logos que ça se manifestait. Donc, les premiers logos étaient un premier signe vers le développement du parcours de naissance du design graphique ou bien de conception graphique. Les premières publicités imprimées, c'était dans les années 1620. Donc, comme nous sommes en train de le voir, cette affiche ou bien insertion publicitaire. Donc, l'imprimerie a permis de faire naître le Coranto, précurseur du journal. Et au début des années 1600, ces Corantos comprenaient les toutes premières publicités imprimées. Donc, un genre qui précède le journal et qui contient de la publicité imprimée, des insertions publicitaires. Et c'était là en 1600 et nous voyons ce genre de publicité comme le design, les lettres, les mots écrits, etc. À vrai dire, les premières publicités écrites remonte à l'Égypte antique, mais c'est au XVIIe siècle que l'on voit apparaître les premières images publicitaires produites en masse. Donc, la publicité, réellement, les premières publicités écrites remontent à l'Égypte antique. Donc, c'est une information. Mais la production en masse, la production en grande quantité de la publicité nous renvoie au XVIIe siècle et là on voit apparaître les premières images publicitaires produites en masse grâce à la publicité et la publicité imprimée plus particulièrement. Chromolithographie en 1837. Les avancées technologiques continuent de faire évoluer le design graphique comme la capacité d'imprimer en couleur ou
chromolithographie. Si cette technique fut d'abord utilisée pour recréer les peintures, elle a par la suite ouvert de nouveaux horizons à la publicité. Donc, on part d'ici à l'impression en couleur ou chromolithographie. Les marques sont désormais capables d'utiliser de nombreux outils avec lesquels nous sommes familiers de nos jours, comme les palettes de couleurs et la connexion émotionnelle établie en faisant référence à une scène du quotidien. Avant cela, les visuels n'étaient que des images limitées par les techniques de l'époque et la priorité était à la lisibilité plutôt qu'à l'expression de concepts complexes. Mais la chromolithographie a bouleversé tout cela en permettant un certain degré de réalisme, donnant ainsi à la publicité la possibilité de capitaliser sur les modèles séduisants et tendances de l'époque, notamment grâce à la couleur. La phase d'invention de l'imprimerie en couleur est une phase très importante parce que ça a dynamisé la conception graphique, ça a donné un nouveau sens. Donc, on ne s'intéressait plus aux expressions, à la publicité à travers l'écriture et les mots, mais à travers les couleurs, ce qui a éjecté de la chaleur émotionnelle sur les messages communicationnels et publicitaires. Donc, c'est ça l'époque de l'imprimerie. On a parlé de l'imprimerie, de la naissance des premiers logos, des affiches, de l'imprimerie en couleur. Une autre époque moderne, l'époque du design graphique moderne. Le design graphique tel que nous le connaissons aujourd'hui a réellement commencé à se développer à l'époque moderne, soit à partir de la fin du 19e siècle jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc, la naissance du design graphique dans le vrai sens du terme que nous connaissons aujourd'hui a commencé vers la fin du 19e siècle jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Si au XIXe siècle, l'accent était mis sur les avancées technologiques et les nouvelles possibilités, l'époque moderne s'est concentrée sur l'exploitation artistique de ces nouvelles techniques. Donc ici, le design graphique devient petit à petit synonyme de technique et de technologie et de nouvelles techniques et nouvelles technologies, soi-disant. L'imprimerie est devenue banale et la concurrence nourrit l'innovation ainsi que les mouvements artistiques et graphiques qui vont explorer de nouveaux styles et techniques qui se traduiront rapidement en branding et publicité. Donc c'est ça l'époque moderne, c'est un résumé qui sera détaillé. Donc la Wiener Werkstatt en 1903, c'est une première agence de design graphique, traduit simplement par l'atelier autrichien. La Wiener Werkstatt a été l'une des premières organisations réunissant des artistes de tous bords, y compris des peintres, des architectes et les tout premiers graphistes. Donc en 1903, le monde a vécu la naissance d'un premier atelier de conception graphique qui réunit tous les artistes, les peintres, architectes et premiers graphistes. Donc là, on détecte la naissance de premiers réseaux professionnels, la connexion de premiers réseaux professionnels pour mieux développer les métiers, donc se réunir pour développer le métier. L'histoire était née et le Werkstatt a ouvert la voie à d'autres agences collaboratives
qui ont ensuite vu le jour. Donc, c'était là la première agence de design graphique dans le monde qui a encouragé la naissance de d'autres agences collaboratives, bien sûr, entre différents spécialistes en métier des arts. Le plus grand héritage de cet atelier réside peut-être dans son innovation stylistique, comme le cubisme. Donc là, on commence à détecter la sensation de style. Chaque agence, chaque graphiste a son style à lui. Par exemple, cette agence-là s'intéresse au style du cubisme comme on est en train de le voir ici dans les photos. En tant que groupe d'artistes professionnels, l'atelier a eu une grande influence sur les standards de design qui étaient en train de s'établir et qui ont donné le ton aux générations d'artistes qui ont suivi, surtout ceux d'après la Première Guerre mondiale. Le travail de la Wiener Werkstatt est précurseur du célèbre Pose et du style Art déco qui ont suivi. Donc, ce sont là les premiers pas vers la création des agences du graphisme, de fondation de nouveaux styles de conception graphique, etc. Staatliche Boss en 1919. Le Staatliche Boss, ou tout simplement Bo, a continué dans la lancée de la Wiener Werkstatt dès son ouverture en Allemagne en 1919. Ses membres avaient de grandes ambitions, créer un Gesamt, donc c'est un mot allemand, c'est-à-dire un idéal artistique qui comprendrait ou synthétiserait les formes artistiques existantes en une seule œuvre parfaite. Donc, c'est là le nouveau style du graphisme comme on est en train de le voir. Et ça commence en 1919 en Allemagne. Le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils ont réussi. Le beau est devenu l'une des forces centrales pour la démocratisation du style moderne. Ici et là, on commence à parler du style moderne, du design. Donc, c'est réellement différent de ce qu'on a vu dans les affiches dernières. Des styles directs, des caractères aigus. Ici et là, il y a un sens artistique, un sens créatif, un sens plus ou moins mystérieux, et c'est là le style moderne du design graphique. Apparition du terme design graphique en 1922. Après la naissance des premières agences du design graphique dans le monde, après la tendance des nouveaux styles artistiques dans la conception graphique, le mot design graphique est né en 1922. Dans son article New Kind of Printing Calls for New Design, une nouvelle technique d'impression appelle un nouveau genre de design, publié dans le Boston Evening, transcrit le 29 août 1922, le designer William Addison Dwiggins utilise pour la première fois le terme design graphique pour décrire son rôle dans la structuration et la gestion des visuels des livres. Donc, on note ici la naissance du mot design graphique. Jusque-là, les graphistes avaient toujours eu beaucoup de mal à expliquer au commun des mortels en quoi consistait leur métier exactement. Avant la naissance du mot design graphique, les professionnels du métier, les graphistes, avaient beaucoup de difficultés d'exprimer
ce qu'ils sont en train de faire, de différencier leur métier des autres métiers de peinture, d'architecture. Ils ont un métier, une spécialité particulière, mais ils n'avaient pas les mots réels pour la désigner. Donc c'est là que William Addison a inventé le mot design graphique. Notez bien que les Européens utilisent le mot de conception graphique ou bien graphisme, et que le mot design graphique ou bien graphic design in English est un mot reconnu au Canada et en Amérique. Parce que les Européens utilisent le mot graphisme ou bien conception graphique, alors que design graphique est particulièrement utilisé au Canada et en Amérique, mais ça a été né en 1922, donc c'était très tôt. Donc, chronologie du graphisme, on entre dans une nouvelle phase après la naissance du mot design graphique, et en 1947, Paul Rand publie Thoughts on Design. Dans son article New Kind of Printing Calls for New, avec un pied dans le modernisme et l'autre dans le postmodernisme, le très célèbre designer Paul Rand a participé à faire du design graphique ce qui est aujourd'hui. Il publie ses théories et idéologies dans Thoughts on Design, qui a largement influencé l'industrie du design tout entière. Donc là, on commence à publier des théories, des idéologies concernant le monde du design graphique ou bien de conception graphique. Il s'agit de trouver l'équilibre parfait entre un design esthétiquement beau, mais qui sait également communiquer efficacement le message qu'il contient. Donc, on parle de ce qui est esthétique, beau et joli, de ce qui est communication visuelle, mais de ce qui communique un message, ce qui joue le rôle de publicité, de marketing, ce qui participe à la commercialisation du produit. Comme c'est le cas dans les logos de Ford et d'IBM et de différentes autres entreprises. Donc, dans cette photo-là, il y en a des logos de différentes entreprises, des logos créés par Paul Rand. L'ère du numérique, dans la chronologie du graphisme, on va parler maintenant de l'ère du numérique. À partir des années 50, le monde a doucement évolué vers l'ère numérique que nous connaissons aujourd'hui. L'adoption massive des ordinateurs rappelle l'invention de l'imprimerie en termes d'avancées technologiques, indiquant un nouvel âge de la communication de masse et le développement de nouveaux styles et méthodes artistiques. Donc, dans les années 1440, le développement ou bien la naissance réelle du design graphique, de la conception graphique a été synonyme de l'imprimerie, mais au XXe siècle et avec la naissance des ordinateurs, des softwares, des programmes et technologies, des hard et softwares. Donc, on commence à parler de l'ère du numérique, de conception graphique, et c'était là, à partir des années 50, que la nouvelle révolution numérique de la conception graphique commence grâce aux nouveautés technologiques. À lui seul, le fameux Adobe Photoshop, paru pour la première fois en 1990, donc c'est trop récent, a changé la face du design graphique. L'édition de photos a créé une nouvelle catégorie de design tout entière, mélangeant les photographies, l'illustration et le computer generated imagery. Donc, le Photoshop, ça fait partie de la famille Adobe. C'était créé pour la première fois en 1990 et l'invention
de l'Adobe Photoshop, de cet outil technologique, a permis de créer une révolution dans le design graphique et le traitement des images, des photos, de la conception graphique et de la réalisation graphique. On voit également le branding évoluer en parallèle pour rester à la page. On peut notamment remercier MTV puisque l'entreprise a su proposer de multiples versions de son logo tout en conservant les caractéristiques principales reconnaissables de tous. Lorsqu'Internet s'est répandu au début du millénaire, les designers se sont inspirés de MTV et ont adopté un style jeune et décalé de sorte à attirer la jeune génération dans le monde du web. On peut voir cela dans les styles comme le flat design qui comprend des couleurs vives et des personnages rappelant les dessins animés. Donc on est en train de voir un genre d'images de couleurs gaies, de style jeune qui est totalement différent du style ancien des années 1900, des couleurs sombres, des caractéristiques, des caractères d'écriture aiguë. Là, c'est un nouveau style jeune de l'innovation grâce aux outils technologiques à l'ère du numérique. C'est ce qui concerne la chronologie du graphisme. Donc, on a vu les différentes étapes qui ont poussé vers l'évolution de conception graphique de l'âge profond jusqu'à l'ère numérique, des milliers d'années qui ont abouti à la naissance de la conception graphique. Les graphistes importants de l'histoire. Comme on l'avait dit, il y en a dans l'histoire humaine différents noms célèbres et fameux, très rattachés au monde de conception graphique. Espérons que vous, les étudiants, vous deviendrez célèbres et fameux et participer à la création de logos, d'affiches réussies dans vos pays. Donc, Paul Rand est un designer américain connu pour son logo IBM et son travail pour ABC, UPS et Next. Ce logo d'IBM est très fameux et très reconnu dans le monde. Son style minimaliste et efficace a influencé de nombreux designers et a défini l'esthétique du design moderne. Donc, c'est là, Paul Rand, il est fameux. Vous voyez l'innovation, donc même s'il s'agit d'un logo ancien, mais ça reste encore moderne et jeune et expressif. Saul Bass était un designer américain célèbre pour ses affiches de films. Donc c'est un créateur d'affiches de films et là vous pouvez noter qu'à chaque designer une spécialité, un talent, un point fort. Rand était spécialiste de logos d'entreprises fameuses, alors que Saul Bass est spécialiste d'affiches de films, était designer américain célèbre pour ses affiches de films, y compris le générique de début de Vertigo d'Alfred Hitchcock. Donc, c'est bien sûr synonyme ou bien parallèle à l'évolution du cinéma en Amérique parce que l'évolution du graphisme est aussi synonyme de l'évolution du monde des médias. Les médias sont un support pour la publication des travaux artistiques. Donc, la création d'affiches publicitaires pour des films est aussi synonyme de l'évolution du cinéma, de la concurrence entre les films, de la création de nombreuses salles de cinéma dans cette époque-là, toute une renaissance, un sens aussi d'industrialisation
qui a créé la concurrence entre les entreprises et puis le besoin à la conception graphique, au support média, aux documents se basant sur le graphisme plus particulièrement. Donc le style de Saul Bass, son style graphique est abstrait, a donné naissance à de nombreux designs de films et de publicités, comme on est en train de voir un genre d'affiche. C'est une affiche pour un film dans les années 1900, donc c'est différent de ce que nous voyons aujourd'hui, mais c'est symbolique et ça attire peut-être l'attention de l'audience dans cette époque-là. David Carson est un designer de magazines et d'affiches célèbres pour son travail pour Reagan Magazine et ses campagnes publicitaires pour Nike et Pepsi. Donc, il est créateur d'affiches célèbres pour les marques des grandes entreprises telles que Nike et Pepsi. Son style expérimental a influencé de nombreux designers de magazines. Il a un style expérimental qui, comme on est en train de le voir ici, un peu bizarre. Donc, il crée des affiches pour les magazines, pour les grandes marques. On les appelle aussi, ces affiches-là, des insertions publicitaires dans les affiches. Milton Glaser était un illustrateur et un designer américain, surtout connu pour ses créations de disques et de livres. Donc, il est créateur de disques et de livres, c'est sa spécialité. Il était le cofondateur de Pushpin Studios, donc c'est un créateur de l'un des fameux studios dans son époque. Il a fondé New York Magazine. Il se consacre à la conception d'affiches, dont le célèbre Bob Dylan, à la conception de disques, à la conception éditoriale et à l'identité visuelle. Sa spécialité est plus précisément la conception éditoriale, c'est-à-dire de livres, de disques, etc. Donc de magazines, puisqu'il est fondateur de New York Magazine. Il a également repensé des journaux tels que la Vanguardia. L'une de ses créations les plus célèbres était le logo de I Love New York. Donc, c'est un logo fameux. Même on le voit, on voit même ce design-là dans de différentes villes européennes, arabes, africaines, même dans les rues, dans les villes. On voit ces affiches, ces logos, ou bien en création réelle où les touristes prennent des photos avec ces créations. Donc, c'est Milton Glaser et inventeur de ce célèbre logo I Love New York. Il a travaillé pour des publications telles que Paris Match, l'Express, Esquire ou le Village Voice. Il a été le premier graphiste à recevoir la médaille nationale des arts. Donc c'est célèbre et fameux. Il a réussi à recevoir la médaille nationale des arts pour ses créations. Les graphistes contemporains talentueux, donc sur Internet, sur Instagram, sur les blogs, etc., il y en a beaucoup de designers et de graphistes talentueux et fameux. Vous pouvez faire la recherche sur Instagram et vous allez trouver beaucoup de designers très bien reconnus. La première qu'on avait choisie dans cette lecture s'appelle Debbie Millman. C'est une fameuse graphiste contemporaine. Donc Debbie Millman travaille pour les plus grandes marques, mais son travail n'est pas seulement centré sur le graphisme et le dessin. Elle anime le podcast Design Matters, premier podcast au monde traitant le design. Elle est l'une des designers les plus influentes du moment et s'affirme en tant qu'experte en création d'identité visuelle de produits de consommation.
Elle est l'une des premières graphistes à encourager la démocratisation du design avec la création d'identités visuelles pouvant impacter des vies et unir les gens. Donc, Debbie Millman, vous pouvez la trouver sur Google, sur Internet. Elle a un podcast fameux. Elle a une page web, un compte Instagram. Elle publie ses travaux. Vous pouvez les trouver. Vous pouvez même parler avec elle, entrer en contact avec elle, lui envoyer des messages ou bien je ne sais pas. Donc, ces travaux sont là, sont fameux. On voit ces logos. C'est spécialement pour des produits de consommation en agroalimentaire et d'autres produits. ShipKit, c'est le designer le plus inventif pour réaliser des couvertures de livres. Donc, il est spécialiste en réalisation de couvertures de livres. Ces livres-là, en anglais et en français, qui se vendent dans les librairies et partout, donc un design particulier pour les livres. Et ShipKit est spécialiste en couverture, design de couverture de livres. Il est talentueux et forcément un peu fou pour trouver des idées de design de génie. Il utilise la photo, les objets, les illustrations et tous les supports possibles pour créer des designs graphiques. Philippe Aploig, c'est un graphiste et typographe français qui se nourrit des courants du modernisme associant art et design. Il puise son inspiration dans la peinture, les arts du spectacle et la littérature. Le graphiste travaille principalement pour de grandes institutions culturelles. On le surnomme de chorégraphe des lettres, mais le terme de graphiste réunit toutes les compétences de ce designer talentueux. Donc, il est spécialiste ou bien partenaire des institutions culturelles. Donc, il a un style artistique vraiment excellent. Des graphistes contemporains. Aris Moros, voici un artiste polyvalent, graphiste et illustrateur vivant à Londres qui apporte une touche colorée à tout ce qu'il crée. Donc, nous voyons ces touches colorées. C'est un style aussi moderne, différencié des autres. Il travaille pour de grandes marques comme Disney. Donc, le style Disney est très bien reconnu dans le monde, non pas seulement dans les dessins animés, les affiches, mais aussi dans les objets, les jouets, les cadeaux, tout ce qui a rapport au monde de Disney. Donc, c'est là un style différencié, la couleur et sa marque de fabrique. Pour Aris Moros, être cool, ce n'est pas être tendance. Il suit sa propre voie créative en se démarquant des autres pour nous offrir des designs ultra tendance et colorés. Donc, ces designs sont colorés, ça attire l'attention. C'est principalement le monde des jeunes et des enfants. Des graphismes fameux, c'est le dernier titre de notre lecture. On va parler de l'historique de quelques graphismes fameux dans le monde. On commence par Adidas, fondé en 1924 par Adi Dassler. L'équipementier sportif a adopté le nom Adidas en 1949. Donc, l'adoption du nom de l'entreprise, c'était en 1949 et le logo à trois bandes en 1967. L'adoption du logo, c'était après l'adoption du nom de la marque et c'était en 1967. Mais en 1971, le logo fut redessiné, les trois bandes traversaient horizontalement un trèfle à trois feuilles qui symbolisait la diversité du groupe. Nouveau lifting en 1980
1998, les bandes prennent la forme d'un diamant à la suite de l'intégration de Salomon. Le logo actuel, 3 bandes en forme de montagne, date de 2005. Donc, c'est ça le logo actuel d'Adidas, mais ce logo a vécu différentes modifications durant des années à partir de 1967, mais c'est un logo, c'est une identité visuelle très fameuse, très bien reconnue. Même sans le fait de d'écrire le mot Adidas, on peut connaître qu'il s'agit de la fameuse marque Adidas. Apple, la fameuse pomme, c'est Steve Jobs qui en aurait eu l'idée. Sa firme a pris le nom d'Apple en référence à Isaac Newton. Le premier logo dessiné par un des associés de Jobs, Ron Wayne, ne représentait donc pas le fruit, la pomme, c'est-à-dire, mais le célèbre savant britannique réfléchissant sous son pommier. Jugé trop compliqué, il fut remplacé en 1977 par la pomme mordue, dessinée par le graphiste Rob Janoff. En 1997, elle prit sa teinte gris chromé actuelle, évocateur de l'univers high-tech et en phase avec le look épuré des produits. Donc, c'est un logo fameux, celui d'Apple, mais qui traduit de l'histoire, qui traduit de l'innovation en matière d'idées, une pensée qui cache une pensée qui a ses connotations. Mercedes, lorsque en 1926, les pionniers de l'automobile, Gottlieb Daimler et Karl Benz, fusionnaient leurs firmes, leur marque phare existait déjà. Donc, dès 1902, Emil Jelinek, un concessionnaire de Daimler, avait en effet rebaptisé Mercedes au nom de sa fille. Donc, Mercedes, c'est le nom de sa fille. Mercedes, les voitures qu'il vendait. La fusion donna naissance à un logo combinant habituellement ceux des deux entreprises. Donc, il y en a une histoire de combinaison de deux entreprises. Le mot Mercedes était un nom de fille au début. Donc, ils ont combiné les noms des deux entreprises et aussi combinant les graphiques pour donner naissance au logo de Mercedes. Carrefour. La légende veut que le logo de Carrefour ait été réalisé par le stagiaire d'une agence de pub en 1963. Donc, c'était réellement un stagiaire d'une agence de publicité qui a réalisé le logo de Carrefour en 1963, juste avant l'ouverture du premier supermarché de l'enseigne. Ce dessin génial qui laisse apparaître en blanc et de matière subliminale le C, première lettre de la marque, entre deux flèches rouges et bleues, n'a pas changé depuis. Donc, ils ont adopté le logo du stagiaire depuis son lancement en 1963 jusqu'à nos jours. C'est un travail bien fait réellement, les étudiants. Google, le fameux moteur de recherche, donc son œuvre est vue plus d'1 milliard de fois par jour, mais le nom de Rath Kedar, l'artiste qui créa le logo Google en 1998, reste inconnu. Elle voulait à l'origine n'utiliser que les couleurs primaires, mais le L fut finalement teint de vert ou teint en vert, une couleur secondaire, pour suggérer l'idée que Google ne suivait aucune règle. Depuis, ce logo a été décliné plus de 300 fois par Dennis Huang,
le designer chargé de créer des dessins originaux lors des anniversaires d'événements historiques ou de personnalités. Donc, on voit à chaque fois le logo de Google change dans de différents pays suite à des événements. Ce changement persiste le designer Denis, mais la fondatrice était inconnue et le logo Google a ses couleurs primaires avec la couleur secondaire qui est le vert. Shell, la firme du pétrole londonienne, adopte ce nom en 1897 et son premier logo apparu en 1901. Son logo actuel a été dessiné en 1971 par Raymond, le designer vedette qui créa les logos de BP, Newman, Monoprix, L'Oréal, etc. Donc un designer fameux dans le monde. En 1995, les couleurs ont été légèrement modifiées, devenant plus vives, et en 1999, le mot Shell sous la coquille a disparu. Donc, à partir de 1999, il conserve seulement l'image en jaune et rouge. Chanel, les deux C qui forment le logo de la marque Chanel sont évidemment les initiales de sa fondatrice Coco Chanel, mais ils évoquent aussi une de ses amies, puisqu'au début des années 1920, elle a découvert ces lettres entrelacées dans un des lieux les plus en vue de la Côte d'Azur, chez une certaine Irene Bretz, une riche américaine qui organisait de folles soirées dans son château de Crema et qui lui donna l'autorisation d'utiliser comme logo les deux C gravés sur une des arcs de son château. Donc, la marque Chanel est très reconnue dans le monde. Sa fondatrice est Coco Chanel. Donc, c'était une conception excellente pour désigner cette marque de façon visuelle. McDonald's, le premier McDonald's a vu le jour en 1952, mais son logo en forme de double arc n'a été créé que 10 ans plus tard par Jim Schindler, responsable du design des restaurants du groupe. Donc, c'est ça le fameux logo de McDonald's. En résumé, chaque logo figure une histoire, figure des modifications, figure un designer, tout un parcours, une vision d'entreprise. Donc, c'est ça le graphisme. J'espère que vous avez pu avoir une idée approfondie sur l'historique de la conception graphique, l'histoire des graphistes et des graphismes. Donc, les étudiants, vous avez un quiz, 8 questions pour répondre à ces questions. Les réponses figurent dans le contenu de la diapositive, mais aussi dans l'explication de ces diapos, c'est-à-dire dans cette lecture. Merci pour votre attention et au revoir.